Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Émerdre, votre podcast vivant traitant des spectacles du même genre. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et plus précisément au Théâtre de la Cité Internationale afin de rencontrer Olivier Martin-Salvant et Valérian Guillaume pour leur nouvelle création Nul s'y découvert. Valérian Guillaume et Olivier Martin-Salvant, bonjour. Merci d'avoir accepté de me recevoir ici au Théâtre de la Cité Internationale pour parler de votre nouvelle création Nul s'y découvert, d'après votre texte Valérian Guillaume, publié aux éditions de l'Olivier. À quoi nous renvoie ce titre si intrigant ? D'abord, Nul s'y découvert, c'est un jeu avec les mots pour essayer de créer le sens le plus large possible. Quand on invente un titre, l'important c'est véritablement que ce soit un ouvroir d'imaginaire et un endroit que chacun peut s'approprier, dans lequel chaque imaginaire peut cheminer et pouvoir développer, on va dire, les fantaisies que ça peut, à l'étincelle du titre, créer. Mais Nul s'y découvert plus concrètement, plus trivialement, c'est aussi le mot qui est signalé sur les tickets de jeux à gratter de la Française des Jeux, qui crée pour le gagnant ou la gagnante un ticket invalide si cette case est grattée. Je trouvais ça assez intéressant. On peut imaginer aussi plein de choses, que ce personnage peut-être nous cache des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure et que sa parole couvre, et qu'au fur et à mesure où ce personnage, en la personne d'Olivier Martin-Salvant au plateau, va tenter de dissimuler progressivement comme une sorte de filature dans un road trip périurbain. Voilà. Et Olivier Martin-Salvant, est-ce que vous pouvez nous parler des prémices de votre collaboration à tous les deux ? Alors notre rencontre, elle était, je ne savais pas, mais Valérian Lagnonnais allait à la scène nationale pour aller voir des spectacles que je faisais. Et j'ai entendu parler de ce garçon, parce qu'on m'avait dit qu'il y a quelqu'un qui travaille sur le langage, moi qui cherche beaucoup, c'est une question centrale dans mon travail, et des auteurs vivants qui se questionnent vraiment la question de l'enveloppe du mot, mais les strates inférieures, tout ça, il n'y en a pas tant. Et par miracle, via une chargée de diffusion, on a été mis en relation et Valérian m'a parlé de ce monologue. Alors, sans vouloir faire le prétentieux, on me propose souvent des projets. Et celui-là est arrivé comme une évidence, donc il a fallu que je bouscule mon planning pour pouvoir faire ce monologue que je trouve formidable. Le roman est absolument formidable et l'adaptation ne l'est pas moindre. Et voilà, et cette rencontre s'est faite, c'était comme un choc. On a même d'autres projets, dont un gros péplum médiéval qu'on dévoilera la saison prochaine, que Valérian est en train d'écrire, que je mettrai en scène, où je jouerai aussi dedans. Et puis là, on sent qu'il y a une fraternité, il y a une rencontre, une obsession par rapport à la question du langage et de toutes les strates de relations et de communication qui puissent s'établir au théâtre. Et Olivier l'a dit un peu, il a parlé d'un roman, il a parlé d'un monologue. L'éditeur aussi, les éditions de l'Olivier parlent de premier roman. Et en même temps, vous avez été soutenu par La Chartreuse et Arsena, qui sont des entités de soutien de vos écritures dramatiques. Du coup, comment vous, en tant qu'auteur, vous définissez ce texte-là ? D'abord, comme étant un texte, véritablement, c'est-à-dire que j'écris souvent un peu comme, on en parle souvent, mais un peu comme un tisserand, c'est-à-dire que je rentre véritablement dans un souffle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment derrière un flux textuel se loge un poème, une histoire, un récit, des hallucinations, des rêves, et surtout et avant tout un langage, un relief et un rythme dans les mots qui y sont déployés. Ce qui m'intéresse, c'est souvent plutôt comment ça parle plutôt que de quoi ça parle. Et l'enjeu, moi, c'était véritablement de suivre ce flux textuel que j'ai écrit, en plus en m'immergeant dans des centres commerciaux, etc. Des personnages sont apparus, dont l'un qu'on a suivi plus qu'un autre, et en l'occurrence, qui est ce personnage qui nous propose ce flux textuel dans lequel on s'avance, on s'abîme, on se perd un peu avec réjouissance, j'espère.
L'enjeu de ces espaces de soutien pour les écritures dramatiques sont déterminantes pour un jeune auteur comme moi. Moi, j'ai véritablement, grâce à Catherine Dan, directrice de la Chartreuse à l'époque, eu la chance de pouvoir explorer et radicaliser aussi mon geste d'écriture, car quand on est un jeune auteur, les tentations à la séduction, parfois de rentrer dans des formats, dans des formes établies, etc., sont une tentation qu'on nous encourage parfois à prendre à l'école, et pas forcément qu'à l'école d'ailleurs, dans des systèmes de production aussi. Et c'est véritablement important aujourd'hui de pouvoir donner des espaces, on en parlait encore ce matin, mais des espaces de fabrique, d'invention, de défense finalement de ce geste d'écriture qui s'appréhende parfois sur de la longue durée, et d'avoir des temps comme la Chartreuse, etc., permet de vraiment rentrer dans la loge du poème, dans le ventre des mots, et ça a été une chance assez extraordinaire pour moi. Et il est arrivé que ce texte, qui était un texte, un monologue, s'est transformé en roman. Mais là, il s'agit d'une chose qui me dépasse, qui est plutôt liée au système de diffusion. Et le texte est devenu un roman un peu par accident, par sa longueur, puisque ça échappe un petit peu aux standards de publication tels que sont organisées actuellement les éditions théâtrales. Et il y a aussi la volonté pour ma part de faire que ce texte puisse circuler, être lu et être partagé dans une expérience de lecture, dans un dialogue quelque part avec le silence du lecteur qui tourne les pages. Et finalement, c'est la page qui se transforme en une sorte de scène mentale. Moi, c'est ce qui m'attire beaucoup. Voilà à peu près ce que je pourrais dire sur cette chose-là. Mais c'est un vrai sujet, je trouve. Et on sent que du coup l'écriture et le langage est une chose importante pour vous deux. Olivier, on vous connaît aussi pour avoir monté avec Philippe Foch. Pardon, comme le maréchal Foch. Oui, voilà. Non, t'inquiète. Hein. Jacqueline écrit d'art brut. Oui. Et aujourd'hui, vous travaillez avec Valérian Guillaume sur Nul si découvert. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces écritures si atypiques, du coup ? C'est vrai que j'y retrouve, même si c'est... Valérian n'est pas du tout un artiste d'art brut, parce qu'il s'est formé, et puis il connaît... C'est vraiment, si on donne la définition pour ceux qui nous écoutent, là, c'est vrai qu'on pourrait dire que l'art brut, c'est des gens un peu indemnes de culture, indemnes de formation, et qui est quelque chose d'assez naïf dans le rapport à l'art. Et Valérian est quelqu'un qui, même très jeune, a commencé à écrire, et évidemment, il y a une chose qui le dépasse même dans son écriture. Je ne suis pas Valérian, mais je pense que ce geste de création, il arrivait à sa toute petite enfance, je pense que c'était très jeune, et c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour l'écriture, beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que son rapport à l'écriture est presque plus forte que lui. On en parle pas mal, même dans le texte, il y a des choses de force supérieure, de langage, d'inspiration, on en parle beaucoup en ce moment, et de choses qui se passent hors les mots, les strates inférieures, on pourrait dire, de la discussion et de la relation qu'on peut tisser avec le spectateur ou même la personne dans la même pièce, dans un dialogue simple. Et c'est vrai que j'y retrouve cette transe de l'écriture aussi. Moi qui ai travaillé beaucoup avec Novarina, en plus moi j'y retrouve un peu moins du Novarina, plutôt du François Rabelais chez Valérian. Ce rapport au langage, choisir le mot juste, et c'est pas forcément un moment où on va passer 28 heures sur un chapitre de 2 pages, mais c'est plutôt dans le flot d'écriture. Valérian me fait penser aussi à une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marion Aubert, qui est une fille avec qui j'ai travaillé aussi il y a plusieurs années. Et c'est plutôt cette famille d'auteurs qui m'intéresse. Et c'est vrai que dans les écrits d'art brut, il y avait cette chose d'être, comme me disait Novarina quand j'étais dans sa troupe, d'être plus bête que ce qu'on ne fait. Et ça, c'est une chose qui me parle profondément, que la main avant... Par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le rire. Là, on rigole beaucoup aussi dans cette œuvre, dans ce spectacle. Et c'est des rires multiples. Par exemple, on rit avant de penser. C'est des choses comme ça que je suis en train de théoriser, que je trouve intéressant de comment on double la pensée, on double la réflexion. Et dans l'art brut, dans les écrits d'art brut, il y a cette chose qui était très envoyée, très premier, où il ne se questionnait pas du tout d'un style ou d'une voix. Et même si Valérian est édité, reconnu, primé, c'est vrai que son geste principal, quand je ressens aussi dans Nul si découvert et même dans notre collaboration future sur le péplum médiéval, je sens que il y a cette force d'écriture qui me bouleverse, moi, et qui m'intéresse en tant que spectateur et en tant qu'artiste, de partager ça avec lui. Est-ce qu'on peut considérer que cette logorée de mots est une sorte de métaphore de la société de consommation ? On peut trouver de tout, partout, tout le temps, sans être jamais rassasié. Oui, je pense définitivement. C'est-à-dire que j'aime bien dire que j'écris en photographe, c'est-à-dire que j'ouvre l'obturateur et finalement tous les événements, les incidents, les accidents qui m'alentourent me traversent, et finalement je suis une sorte de rétine en mouvement
moi quand j'écris, c'est-à-dire je me charge et la page devient finalement le développement de l'image, de la somme d'images qui me traversent, etc. Et je pense plus que jamais aujourd'hui, on est dans une société de la mosaïque, de la rhapsodie, de l'enchevêtrement, du mélange des genres et des choses tout à fait joyeuses qui continuent finalement aussi une pensée médiévale qu'on affectionne beaucoup, c'est-à-dire que les choses se mêlent, se mélangent et la rêverie populaire peut se mêler à de la fiction plus intime, etc. Donc oui, c'est important pour moi de saisir le flux pour réussir à raconter cet excès, ces débordements, etc., etc. Et après, d'un point de vue plus politique, oui, évidemment, on est dans une société de l'agglomérat où des dispositifs se répètent de pays en pays et finalement, on arrive aussi paradoxalement ou en même temps, concomitamment plutôt, dans une sorte de lissage du monde où finalement les dispositifs, les environnements, la géographie normalisent les comportements, normalisent les usages et les fonctionnements. Et peut-être aussi, et c'est ce à quoi nous, artistes, devons aussi veiller, c'est-à-dire à chérir et à conserver l'invention de mots, les glossolalies, les rêveries, les mondes nouveaux. Et c'est ce à quoi, je pense, on tente joyeusement de s'exercer actuellement dans notre rencontre avec Olivier, que ce soit dans le Péplum ou dans Nul si découvert et dans tous les rêves que l'on formule. Et ce qui est remarquable du coup dans le roman, dans ce monologue, c'est qu'il n'y a aucune ponctuation. En tant que comédien, comment on aborde ce genre de texte-là ? Alors, ça peut effrayer certains acteurs, mais c'est un cadeau en fait. Parce que, voilà, il n'y a pas. C'est un chant, on va dire un chant en jachère, vierge, et nos propres pas d'acteurs vont amener aussi des impulsions et qui vont même questionner le texte. Vont même questionner l'auteur de comment il a abordé l'écriture. Et ça, c'est intéressant. Évidemment que quand on y plonge, c'est un peu effrayant. Mais moi, je trouve toujours quand les auteurs mettent pas la ponctuation, c'est par générosité plutôt que par contrainte. Et ils donnent un peu les clés aussi. Encore, je vais citer Novarina, mais lui, il me disait à un moment qu'il y avait des textes où j'avais des difficultés. Il me dit, mais tu sais, moi, je l'ai écrit, maintenant il est à toi, en fait. C'est-à-dire que je trouve ça beau que l'auteur, en fait, se dit que quand il a été pris par cœur, dans le corps, pris par corps, on pourrait dire, tout d'un coup, le texte, il n'appartient plus à l'acteur qu'à l'auteur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, parce qu'on peut tomber sur des gens qui font n'importe quoi avec son texte, et c'est pas une petite souffrance pour les auteurs. Et moi, j'aime beaucoup ça, parce que c'est vraiment un acte aussi de confiance que l'auteur fait. Alors pour la lecture dans un roman, ça peut être « Oh là là, non, je vais pas acheter ce roman, il n'y a pas de ponctuation », mais c'est aussi une confiance à l'intelligence du lecteur, de le laisser faire son chemin, de prendre le temps. Au lieu de courir dans un champ, on peut y aller en marchant pour sentir les herbes, les boiseries, toutes les choses qui passent sous le pied. Malheureusement, des fois des petits animaux, mais c'est pas le sujet. Mais je veux dire, voilà, il y a aussi un truc cruel pour l'auteur que l'auteur et le lecteur, c'est à lui. Il a acheté, l'acteur l'a pas acheté, mais il met son corps dans le texte. Le livre n'est rien si l'acteur n'y met pas son souffle dans le texte du théâtre. Et en fait, là, tout d'un coup, j'y mets ma force d'imaginaire, mais je mets aussi mon souffle, ma longueur de pulsation cardiaque et ma longueur de souffle. J'y jette, moi, mon imaginaire et de tout ce qui m'a traversé pour le début de ma vie, déjà, mon Moyen-Âge, déjà, à l'aube de mon Moyen-Âge. Et voilà, et c'est vrai que pour moi, je trouve ça vraiment un acte de générosité que les auteurs fassent ça. Et ça pourrait être effrayant pour beaucoup d'interprètes. Et quand on se confronte à un texte comme ça, tout d'un coup, c'est à nous de faire notre propre ponctuation, mettre des barres, voilà, même des fois dans la direction d'acteur. Valérian me dit, là, voilà, tu devrais mettre une virgule là, 2 points. Je dis, ah bah tu dis la ponctuation. Il dit, oui, moi je l'ai en tête la ponctuation pour te guider, mais après, voilà, c'est à toi aussi de dire peut-être que toi, tu as besoin d'enchaîner ce bloc-là. Et après, c'est dans la direction d'acteur qui est vraiment intéressante avec Valérian. C'est de voir, de guider le lecteur et l'interprète qui va prendre en charge ce monologue, de le guider dans ce qu'il a écrit et qu'il accepte d'être déplacé lui-même, quoi. Bien sûr. Je sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus. Oui, je trouve que c'est tout à fait joyeux et c'est aussi pour ça que pour moi la surface de la page ne doit pas limiter l'espace de la parole et des mots, et au contraire j'écris en flux, en bloc pour justement déborder jusqu'à la scène. Le devenir du texte, c'est véritablement l'espace scénique.
puis évidemment le corps et le cœur et l'imagination de l'interprète. Pour moi, Olivier, en l'occurrence ici, et je crois que c'est ce à quoi on se consacre depuis le début de la création, c'est finalement t'inviter, toi en tant qu'acteur, à devenir co-auteur de ce texte par les souffles que tu y mets. Et je pense aussi, parce que j'écris souvent à l'oreille, c'est-à-dire avec les oralités que je rencontre, les voix, les accents, tous les voyages qui font la somme des mots qu'on utilise aujourd'hui, me touchent beaucoup, puisque évidemment, dans un silence, dans une manière d'aborder ce relief-là, c'est s'étonner continuellement des chemins que prend Olivier dans sa traversée du texte, avec aussi cette manière assez poétique et touchante et on va dire pleine de générosité aussi, de se montrer. C'est rare pour un acteur de disparaître finalement dans l'exercice, parce que quand on est au théâtre, souvent on apparaît, et là il y a tout un travail finalement dans la fabrique du spectacle où Olivier disparaît finalement dans le flux, et il se laisse traverser, il se laisse instruire par l'écriture, par l'énergie de l'écriture, et ce sont deux énergies qui se rencontrent et qui alors créent le spectacle qui, on l'espère et on le défend, est vivant plus que jamais. Et du coup, ça m'amène un peu à cette question, c'est comment fait-on pour faire exister ce personnage-là qui n'est même pas nommé dans le roman, alors que c'est un personnage sans limite sur scène? Comment on fait pour le faire exister? C'est intéressant parce que c'est vrai qu'il n'a pas de prénom. On va dire que c'est le représentant, c'est le consommateur. Non, c'est vrai. Et c'est intéressant, je rebondis sur ce que vient de dire Valérian, sur la question de disparaître, apparaître pour disparaître. Et ça, c'est un travail aussi d'humilité de l'acteur, de se dire que comment faire entendre un texte. Moi, voilà, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se moquer de ce personnage, parce que c'est vrai qu'il y a des moments risibles, même moi, hein, tout en aimant ce personnage comme un être de ma famille ou de mes proches ou d'un enfant, pas quand même, mais si, presque. Il y a quelque chose où moi je m'attache beaucoup à mes personnages et en même temps je les juge. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bête. Je me dis, mais pourquoi il parle là-dedans? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je sais que quand il y a la presse où les gens vont en parler, on va dire vraiment ce personnage, il n'est pas possible. Il y a quelque chose qui me blesse. Et en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a ce flux de paroles que je donne. À des moments, il y a des choses assez graphiques où je me dis, j'ai confiance en l'outil théâtre en me disant que là, il y a un focus sur mon visage, il y a un focus sur tout le corps. Et en fait, ce qui est très beau au théâtre, quand même, c'est que là, l'oreille est appelée, le regard se pose sur des détails, j'accepte qu'il voit mes poils, qu'il voit mon ventre, qui sont des corps qui sont pas communs au théâtre, même si ça avance, mais il y a quand même une normalité, une uniformisation des corps, même dans notre société. Aujourd'hui, ça y est, on commence à faire disparaître le body, le summer body, maintenant le normal body. En fait, jamais on nous laissera tranquille avec ce fait de la monstruosité de nos différences corporelles. Et ça, en fait, d'avoir un corps velu, chauve, très pâle, en fait, tout d'un coup, il y a aussi presque une expérience plastique, en fait, de voir un corps qu'on voit jamais. Quelqu'un peut avoir la chance d'avoir un conjoint avec un corps comme moi et puis il est heureux, mais en même temps c'est pas souvent qu'on voit des corps aussi différents, avec un corps velu, un corps gros, un gros ventre. Et du coup c'est ça que j'aime bien, c'est que encore Novarina, mais il disait l'expérience qui lui il trouve la plus belle, c'est qu'il disait, quand on répétait, il disait l'homme spectateur vient voir l'homme regarder l'homme. Et en fait, c'est sûr que c'est bien de voir, mais là, c'est s'écouter aussi, d'entendre un flot de paroles où il y a des choses très littéraires, des choses très concrètes. Moi, avec Valérie, on essaie de faire un travail où il y a du lyrisme, il y a un côté cru aussi, de choses dites très simples, où on pourrait se dire que c'est dans une pub télé ou dans un PMU, et qu'il y ait toutes ces sommes de langage, de différenciation langagière, et on est tous faits de ça, en fait. On a notre grand-mère qui prend cette précaution avec les mots, et on a notre voisin qui jette les mots comme ça, comme un tissu pour faire enlever la poussière. C'est tout ce rapport-là, en fait. On essaye de créer la multiplicité d'une expérience au théâtre où tout d'un coup, le spectateur, c'est lui qui fait le focus, il fait tout ce qu'il veut, en fait. Il part, il écoute plus, il revient, il lit un truc sur de la scénographie, de la vidéo, qui est un travail formidable. Et en fait, il y a 1000 lignes, il y a 1000 lapins qui courent de partout. Et voilà, le renard spectateur court après tous ces animaux, et en même temps, il peut prendre du recul. C'est presque l'anti-société, même si on parle de la consommation et de la monstruosité de la consommation, c'est presque un zoom en arrière de notre monde, en fait, qu'on fait au théâtre en général et particulièrement dans ce spectacle, j'ai l'impression. Je sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus. Oui, c'est ça, c'est l'idée d'écrire pour des corps, des rythmes, des mouvements, et
finalement d'écrire, avoir cette chance-là aussi sur les plateaux, d'écrire en 3 dimensions tout à coup et de faire que le parallépipède, qu'est le livre, qui est un objet mort, puisse retrouver, être réinsufflé et que l'écriture devienne une inscription, parce que finalement c'est presque un travail, on passe d'un geste où j'écris à un autre geste où toi tu inscris. Et je trouve que cette conversion dans l'appareil Olivier Martin Salvant, c'est intéressant, c'est un nouveau texte, c'est un nouvel objet. Qui rencontre plein de nouveaux objets, que ce soit la musique et la création musicale de Victor Pavel, la création vidéo de Pierre Nouvel, ou la scénographie de James Brandilly, les costumes de Nathalie Saunier. C'est toute une somme d'imaginaire qui croise, éclairée par les lumières de William Lambert. Enfin, c'est toute cette somme d'individus, de contingences, d'histoires qui font que finalement l'écriture est multiple et extraordinaire, dans le sens où c'est une revisitation permanente de choses qui viennent de notre enfance, de nos origines, de notre historique, qui fabriquent cet objet nouveau. Et on l'a évoqué très rapidement avec tous les deux, mais comment vous êtes venu l'idée de la scénographie avec James Brandilly ? Très rapidement, puisque moi l'idée c'était assez inspiré de la mort d'Empédocle, en fait, d'Hölderlin, avec ce personnage au bord de la falaise, etc., mêlé à tout un imaginaire autour de plongeoires, où je trouve que ces structures créent des moments de vie assez incroyables, où les gens se rencontrent, attendent le moment avant de sauter, créent des corps assez étonnants, troublants. Et c'est un espace souvent où on attend son tour avant de sauter. Une fois qu'on y est, on se rétracte et on ne veut plus y aller. Tout ça, je crois c'était un espace de tension. Et au fur et à mesure de nos conversations, en passant par des choses tout à fait originales et amusantes, parce que James a cette particularité et la force et le talent d'ailleurs de vraiment prendre des choses issues du quotidien pour les transformer et les rendre finalement merveilleuses, voire fantastiques, voire inquiétantes. Et derrière quelque chose de tout à fait banal se cache une grande menace. Et il crée des lignes de tension comme ça à partir de choses, en posant quelque chose là au plateau, un volume. Tout à coup, ce volume est multiple et devient une sorte de boîte à plusieurs facettes, etc., qui se développent. Et là, en l'occurrence, l'abribus est arrivé progressivement, en s'inspirant, enfin, je ne sais pas comment lui, il en est arrivé là, mais toujours est-il qu'on voulait marquer l'espace du périurbain, du centre commercial, etc., sans mettre des caddies au plateau et des lignes blanches de parking et 3 sacs de course, mais plutôt de réussir à le suggérer en créant un espace un peu imaginaire, un espace mental, un espace d'attente, peut-être même un purgatoire contemporain comme ça, qui soit une sorte de lieu de passage où l'on attend quelque chose, un godobus qui n'arrive pas, et d'inventer en fait voilà cet espace de tension qui finalement se revisite et se transforme en plongeoir, puisqu'évidemment cet objet est mis en tension et déjoué par Olivier au plateau, puisqu'il va l'utiliser autrement. Et finalement, cet abribus deviendra un abribus hanté qui finalement prendra la parole d'un démon que porte Olivier dans sa voix. Pour en revenir à la construction de ce personnage monde qui m'intrigue un peu, qui gobe et englobe tout, est-ce que ces outils que sont la lumière, la scénographie vous ont aidé à trouver un équilibre entre l'image mentale, la santé mentale du personnage et la réalité très concrète de l'abribus dans le jeu ? Ouais, ça c'est vraiment magique au théâtre, c'est-à-dire on pose une convention et le spectateur il inscrit tout de suite son imaginaire et il accepte en fait. Ça c'est vraiment incroyable, l'expérience du théâtre. Et là il y a de très grands créateurs, bravo Valérian, parce que chacun, non mais c'est vrai, c'est vraiment, moi j'ai toujours un truc en vieillissant, là je me rends compte que ce qui est intéressant, c'est que nous on apporte une part de la mosaïque en fait. L'acteur il arrive, moi j'amène ce jaune, et en fait chacun amène une couleur. Et en fait, bien sûr, c'est un monologue. On dit, l'acteur, comment fait-il avec ce texte, tout ça. Mais c'est pas que je suis rassasié d'une certaine manière, mais en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, encore plus un monologue. Ça a l'air de rien, en fait, parce que quand on travaille sur ces objets délicats où il n'y a pas 10 000 mouvements,
il y a une chose de ligne et de point de fuite, et c'est là où vraiment la complexité d'une équipe avec un compositeur, ce qu'il amène comme son, comment moi je me dis, oulala, on est deux saumons en train de remonter la rivière, mais en fait on va dans la même direction et tout d'un coup il y a quelque chose qui se pose, que quand on m'amène les chaussures, je fais, ah ouais d'accord, le corps c'est ça, et en fait l'acteur est un peu un réceptacle d'intuition et de proposition de chaque créateur, le metteur en scène le met en forme, et l'acteur, bah, c'est le moteur de la représentation, et les répétitions font qu'on essaye de trouver un équilibre à tout ça. Mais voilà, c'est pas un tue-l'amour, hein, mais vraiment l'acteur, c'est lui qui s'expose à donner son corps au personnage. Mais c'est pour ça que souvent les monologues, il y a beaucoup de gens qui viennent saluer. C'est pas parce que l'acteur il est partageur, c'est que c'est vraiment particulièrement un objet du collectif, un monologue. Je l'ai pas mal ressenti, et là je le ressens très fort. Comment un éclairagiste, même quelqu'un qui travaille sur l'affiche, vous verrez, il y a une affiche avec un jeu de scène, et bah ça, de trouver exactement le bon endroit, on est un peu on est un peu celui qui conduit le train. Donc nous, il y a du boulot, hein, parce qu'il faut être attentif, il faut pas se prendre un chevreuil, mais quand même, c'est vraiment on est juste le représentant d'une grosse équipe. Souvent là, quand on fait les bords plateaux ou quand on rencontre des gens, il y a beaucoup de monde là pour ce monologue. C'est parce qu'en fait, Valérian, son travail est exigeant, c'est un grand auteur, mais c'est aussi un grand metteur en scène. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert sur cette création. Il sait dire merde à son auteur, et son metteur en scène se bataille avec son auteur. Donc bon, ça, c'est des bonnes nuits, ça. Mais c'est quand même quelque chose de créer un monologue, même si on pourrait dire un monologue c'est cool, on met une chaise et une lampe et puis ça part. Mais en fait, c'est assez exigeant, c'est un exercice compliqué. Des bons monologues réussis, il n'y en a pas 700 par an, même s'il y a beaucoup de monologues. Et pour terminer, en fait, on voit que vous allez continuer à collaborer ensemble sur le péplum médiéval. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, du coup ? Alors le péplum médiéval, c'est dans le mouvement d'une rencontre avec Olivier qui se fait avec beaucoup de joie pour ma part, et j'espère que c'est partagé. Ça c'est certain. Mais en tout cas, non, c'est l'idée de poursuivre tout ce qu'on a un peu évoqué ici, c'est-à-dire cette joie de l'invention de la langue, d'un monde nouveau. Je crois que, et Olivier, tu compléteras, je pense, sur toutes tes, on va dire, tes intentions premières, etc. Mais en rencontrant Olivier autour de ce monologue, puisque on a été mis en contact au mois de décembre, il y a un peu plus d'un an, mais en fait notre rencontre est récente, on a l'impression de se connaître depuis assez longtemps. Des fois je me dis ça, après on se voit beaucoup en ce moment, mais il y a véritablement l'enjeu d'aller creuser ensemble une langue nouvelle, là autour du Moyen-Âge, où en fait, Olivier m'appelle en me disant tu voudrais écrire une pièce sur le Moyen-Âge. Je me dis, ah ouais, 1000 ans d'histoire, etc. Ça fait un peu coup de massue et en même temps une grande excitation qui suit. Je me dis, comment faire ça? Donc je lis plein de choses un peu dans tous les sens, je lis tous les siècles dans le désordre, etc. Et finalement, avec des conseillers en dramaturgie, et puis plein de discussions évidemment avec les membres de l'équipe qui travaillaient déjà sur le projet, je me suis dit, je vais essayer d'écrire une pièce, non pas sur le Moyen-Âge, mais une pièce médiévale, inspirée de la liberté et de la grande fantaisie et de ces auteurs, de ces autrices du Moyen-Âge qui finalement inventaient une littérature qui s'est fixée un peu plus tard, mais qui était véritablement sur le seuil du jeu, de la sottise, de l'invention et du grand plaisir en fait de dire, de partager, d'inventer des histoires et de les partager sur des modalités, sous des modalités qui évidemment ont évolué après la Renaissance venant, puis le XVIIe siècle, etc., qui est venu un petit peu corriger ces endroits de faille, etc. Faille justement où se trouve à mon sens le plus beau trésor de la langue et de l'invention. Et ce que j'aimerais faire avec cette pièce, c'est continuer ce geste de flux, d'invention de langue, de glossolalie, et créer en toute modestie, mais dans la somme et dans les pas de nos ancêtres, une langue nouvelle à partir de mots inventés, des dictionnaires très anciens que j'utilise pour broder finalement et écrire encore une fois en tisserand, essayer de coudre ensemble des mots différents, des couleurs différentes, et de créer une sorte de grand manteau d'arlequin qu'on va proposer aux spectateurs. Évidemment, il y a une fable autour de tout cela, autour d'un jeune héros qui arrive et découvre une communauté en fonctionnement avec plein de contes inventés. J'étais aussi très inspiré d'un voyage récent au Japon où j'ai découvert plein de choses autour des yokai et de plein d'éléments un peu disparates. Mais l'idée, c'est de créer un monde nouveau, je pense, pour le dire en un mot, avec des acteurs assez incroyables, des collaborateurs artistiques là aussi tout à fait merveilleux à plein d'égards. Et je pense que
ce péplum va tous nous déplacer à un endroit, à la fois dans l'écriture, dans le jeu et dans l'invention au plateau. Quoi rajouter? Juste dire que ce sera créé en octobre 23 et on le tournera une saison entière. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir vus ou écoutés. Vous pouvez être au courant de toutes nos actualités en nous suivant sur Instagram ou Facebook. Et le spectacle est en tournée dans toute la France, notamment à Toulouse et au Creusot.